Je voudrais d'abord dire quelques mots sur l'auteur, ou l'autrice plus exactement, féminin, que je préfère personnellement parce qu'il porte plus la marque du féminin que si on dit l'auteur, où des gens ajoutent alors pesamment l'auteur, pour être sûr qu'on a bien compris. Alors je préfère autrice. Bon, bien entendu, vous en avez tous entendu parler et vous avez certainement lu l'une ou l'autre de ses œuvres. Enfin, il me paraît normal de dire quelques mots, d'autant plus que comme elle n'est pas là, elle ne pourra pas dire que sa modestie est offensée. Corinne Hooks est licenciée en histoire de l'art et archéologie de l'Université libre de Bruxelles. Elle a été successivement enseignante, chercheuse, documentaliste. Et après avoir écrit pas mal de choses, d'ailleurs scientifiques, en rapport avec sa formation, elle s'est consacrée à partir du début des années 2000 exclusivement à l'écriture de fiction. Elle est donc essentiellement romancière et poétesse, et elle a accédé, grâce à toutes ces publications, elle a accédé à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique en 2017, succédant à Françoise Mallet-Joris. Elle a été reçue par Caroline Lamarche, et si vous avez du temps et un peu de curiosité, vous trouverez sur Internet, sur le site de l'Académie, tant le discours de réception que le discours de remerciement dans lequel Corinne Hooks fait l'éloge de Françoise Mallet-Joris. Ils sont bien tous les deux. Vous ne perdrez pas votre temps. Vous pouvez m'en croire, parce que l'indulgence n'est pas ma principale qualité. Donc, si je vous le dis, c'est qu'il y a beaucoup de chances que ce soit exact. Elle a également recueilli au cours de sa carrière toute une série littéraire, toute une série de prix. Je ne vais pas vous les énumérer. Le plus important est évidemment le prix Emma Martin, puisque c'est nous qui l'avons décerné. C'est donc forcément le plus important. Elle l'a obtenu en 2008 pour Ma robe n'est pas froissée, un roman que j'ai lu, dont je vous recommande vivement la lecture. Bien, alors un mot maintenant, enfin plus qu'un mot, sur l'œuvre, mais je dis un mot sur le titre, parce que ça vous paraît peut-être ne pas appeler d'explication. Les princes charmants, c'est une notion que nous connaissons bien. Nous avons l'impression que c'est une notion très ancienne, qu'on trouve déjà dans les contes de Perrault, avec le prototype, je veux dire, du preux chevalier qui sauve une belle en danger. Eh bien, c'est beaucoup plus récent que ça, en réalité. D'après les recherches que j'ai faites, dans les contes de Perrault, vous avez des princes, on ne dit pas qu'ils sont charmants, on peut trouver qu'ils le sont, mais enfin, ils ne sont pas décrits comme tels. Alors, l'expression, c'est pas tout à fait la même chose, mais l'expression roi charmant apparaît à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe sous la plume d'une dame qu'on ne cite guère, Madame d'Aulnoy, qui est décédée en 1705 et dont on ne parle plus guère, mais qui a eu un énorme, comme auteur ou autrice de contes, un énorme succès à son époque. Elle était considérée comme l'équivalent de Perrault, alors qu'on ne se souvient plus guère de son nom. Donc il y a chez elle un roi charmant, et puis apparaît, mais c'est seulement au XIXe siècle, en Angleterre, l'expression de Prince Charming, sous la plume d'un certain Andrew Lang, 1844-1912, qui n'est pas un Anglais, je m'excuse, c'est un Écossais. C'est tout à fait différent. Il était poète, romancier et critique. Et en réalité, Prince Charmant n'intervient dans notre littérature qu'en 1950, dans la version française de Cendrillon de Walt Disney, bien entendu. Voilà donc pour ce titre de Prince Charmant. J'ajoute que si j'étais professeur de français, si je devais expliquer à mes élèves ce qu'est une antiphrase, eh bien je citerais certainement le titre du roman de Corinne Hooks. Pourquoi ? Parce que voilà ce que dit la 4e de couverture. Je vous la cite, c'est très court, je la cite intégralement, qu'on ne puisse pas m'accuser de citation tronquée. Ce sont nos princes charmants ordinaires, modèles courants de mufles, rouleurs de mécanique, coqs de basse-cour et goujats patentés. Les voici à l'œuvre tels qu'en eux-mêmes. Mais pour Violette,
Marie-Lou, Adolphine et quelques autres, il n'est plus l'heure de se laisser faire. Vous voyez, tout de suite, le ton est donné. Et Nos Princes Charmants, ce n'est pas un roman, c'est un ensemble de 18 récits. On pourrait appeler ça des nouvelles, mais enfin, elle a préféré parler de récits de longueur variable. Il y en a de 2 pages, il y en a de 10 pages, mais enfin, il y en a 18 au total. Et dans chacun d'eux, il y a un prince charmant, entre guillemets, bien entendu, un prince charmant qui vont du simple ridicule, de la simple bêtise, à l'odieux, à la goujaterie la plus caractérisée. Il y a tout un échantillonnage parfaitement intéressant. Bien, et il leur arrive, à l'exception de l'un ou l'autre qui s'en tire sans trop de casse, la plupart ne s'en tirent pas très bien parce que, comme vous avez entendu par la lecture de la 4e de couverture, il n'est plus l'heure de se laisser faire. Et effectivement, ces dames ne se laissent pas faire, on les comprend, c'est pas ça que voit le comportement des oives auxquelles elles ont affaire, il est tout à fait normal qu'il y ait une réaction. La question est de savoir si la réaction est proportionnée, ça c'est autre chose. Parce que si j'ai bien compté, dans les 18 récits, il y a 5 meurtres. Il y a un meurtre supposé, c'est-à-dire qu'il est implicite, il n'est pas dit expliqué en toutes lettres, mais enfin il est clair qu'il y en a un. Il y a 2 meurtres virtuels, grâce à l'informatique. Et alors, il y a également une femme qui laisse mourir son mari. Ça peut être considéré comme un meurtre d'ailleurs, mais enfin, peu importe. Ce n'est pas l'aspect juridique qui importe, mais voilà un comportement, je dirais, criminel au sens large du terme. Et alors, il y a un cas dans lequel l'héroïne, si on peut dire, échappe au meurtre, non pas au meurtre qu'elle aurait subi, mais au meurtre qu'elle aurait commis, parce qu'un Deus ex machina intervient, elle n'a pas besoin d'aller jusqu'au meurtre, mais elle y était assez bien décidée. Voilà. Quant aux personnages, vous l'avez dit, les personnages masculins, eh bien, si les contes que j'ai faits sont bons, il y a certainement très imbéciles dans les 18 récits. Et alors, quant à ceux qui ne sont pas assassinés, il y en a qui se retrouvent pigeons, comme on dit, de façon familière. C'est-à-dire que, je pense que vous comprenez ce que je dis, ils sont pigeons dans leur relation avec la belle pour laquelle ils soupiraient. Bien, alors je ne vais pas évidemment vous dire ce qui se passe dans chaque récit. Ça, c'est notre tradition ici, d'ailleurs, c'est de ne pas éventer. Enfin, en vous parlant de meurtre, vous donne déjà quand même des indications importantes. Je ne vais pas vous donner de détails, il faut lire tous ces 18 récits. Je vous dirai simplement quelques mots du style, je vous lirai quelques extraits et je vous ferai des réflexions sur la parenté qui me semble y avoir entre Corinne Hooks et d'autres écrivains. Le style, mais là, il est évidemment pour tous ceux et toutes celles qui ont lu des ouvrages de Corinne Hooks, elle est fidèle à elle-même, c'est fin, c'est spirituel, c'est drôle, plein d'ironie. Il y a des formules, on pourrait en avoir noté 25, j'en ai noté uniquement quelques-unes que je cite maintenant. Ses yeux butinaient les fleurettes de la robe. Vous avez à un autre endroit un personnage qui accorde un regard endeuillé à une passerelle de laquelle un de ses collègues est tombé. Ailleurs encore, une eau noire, la profonde eau noire avancée, se hâtant vers les lointains. Et encore, une voiture emmène ses occupants vers leur destin contraire. Bien, alors, pour que vous ayez un échantillon quand même plus complet, je vous lis l'un ou l'autre passage.
Voilà, attendez, non, il est apparemment plus loin. Sapristi. J'ai noté les importants. Oui, voilà. C'est 70. Alors, ces premiers récits, dont je vous lis un extrait, s'appellent les œufs, parce que le héros, triste héros ou anti-héros si vous préférez, est à la fois un linguiste et un amateur d'œufs. Il n'a d'ailleurs absolument rien de contradictoire, mais il est très violemment amateur d'œufs et un jour, il demande à sa chère épouse de lui préparer des œufs mayonnaise. Alors voici ce qu'on écrit à ce sujet. Des œufs mayonnaise pensés, des œufs avec des œufs. Violette, c'est le nom de l'épouse, bien sûr. Violette avait beau répéter, s'adressant au linguiste, que ces œufs mayonnaise constituent une redondance, que diététiquement parlant, il s'agissait d'un pléonasme. Bernard, au moment du repas, refermait sur son bureau les œuvres complètes de Chomsky. Une parenthèse, c'est tout à fait réaliste. Il y a un linguiste américain qui s'appelle encore Chomsky. Et toute question cessante se jetait sur son assiette. L'amateur d'œufs ne connaissait plus le linguiste. Hélas, chaque fois que Bernard sortait de table, le linguiste, accablé par une digestion difficile, reprochait à l'amateur d'œufs son affligeante passion pour le redoublement alimentaire, ses injures à l'ellipse. De plus en plus souvent, écœuré par ces tautologies gastronomiques, le linguiste, Violette le comprenait volontiers, tardait à réintégrer Bernard. Voilà un extrait, un autre à présent qui me paraît intéressant aussi. Ça s'appelle, le conte, enfin le récit s'appelle La Petite Reine. La Petite Reine, c'est le vélo, parce que le Tour de France, je ne sais pas quels ont été les rapports personnels de Corinne Hooks avec le Tour de France, j'aurais pu lui poser la question, mais comme vous voyez, elle n'est pas là, parce que le Tour de France est cité très souvent, beaucoup de récits se passant en juillet, ce qui est l'époque du Tour de France. Donc, le Tour de France, sauf erreur, est cité 5 fois. Et il joue un rôle important. Alors, que se passe-t-il ici dans La Petite Reine? Eh bien, une femme est mariée à un fervent cycliste qui a un vélo d'appartement, alors qu'elle était à l'origine plutôt musicienne, elle avait un superbe piano, elle a dû se séparer, elle faisait de la musique avec des amis, ça c'est fini. Il n'y en a plus que pour les courses cyclistes, parce que son mari, attention, il n'est pas uniquement fervent du Tour de France, il est fervent de toutes les courses cyclistes. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est que non seulement il les regarde en direct quand c'est possible, mais il les enregistre. Il les enregistre, alors il se les repasse, et attention, il ne les repasse pas, il n'est pas dans son fauteuil, il est sur son vélo. Il est sur son vélo, il pédale en même temps que le cycliste. Alors, vous voyez quelle va être la réaction de l'épouse et comment ça va se terminer. Elle avait hâte, Anne-Marie, de revoir son Steinway au centre du salon, de rouvrir ses fenêtres, de retrouver chez elle ses amis mélomanes se succédant au clavier. Fallait-il pour cela devenir criminel? Et quel crime préféré? C'est à ce moment-là que là-haut dans les cieux, les dieux de la musique eurent le cœur attendri devant le dilemme d'Anne-Marie. Au même moment, merci Chopin, merci Beethoven, Théover Bist qui s'acharnait devant son écran à escorter le peloton dans la rue de montée de l'Aubisque, lâcha un cri et s'effondra. Anne-Marie insista pour que le corps soit revêtu du maillot jaune. Et alors, le troisième extrait que je voudrais vous lire, c'est le dernier, c'est dans le dernier, il s'appelle le bouquet. Le bouquet où, et vous allez voir que la finale est intéressante parce qu'on pourrait croire évidemment que toutes ces héroïnes ont pris la genre masculine en grippe de façon définitive, bien entendu. Eh bien, vous allez voir qu'il y a une nuance dans le chef, en tout cas, de Françoise Girard, qui est une romancière et qui apparaît dans plusieurs récits, et notamment dans le dernier. Son mari, qui est un authentique bon à rien, qui est un gigolo en réalité, malgré son âge, il demeure encore gigolo, il ne fait rien, il parcourt le quartier à la recherche de conquêtes faciles, et alors
il ramène des roses ou d'autres fleurs à sa femme qui n'est absolument pas dupe, bien sûr, de son manège. Alors voici la fin donc de ce récit. Françoise abandonna son intrigue et dévisagea les roses, les rituels roses de la bonne conscience, qui revenaient de jour en jour lui parler des amours furtives de son époux. Des roses de fleuriste, inodores, sans surprise, des roses qui ne s'ouvriraient pas, se faneraient au bout de leurs tiges, des fleurs en chambre, songea Françoise, comme les amours à la sauvette. Françoise n'aimait que les roses de jardin, généreuses, épanouies, étourdissantes. Cela ne s'achetait pas, cela se cultivait, comme l'amour, comme l'écriture. Ces roses-là, Françoise les aimait. Elle les aimait à la folie, ainsi qu'en vérité, elle adorait les hommes. Finale absolument intéressante. Bien, alors que puis-je encore vous dire sur ce livre? Oui, je crois que je peux en arriver à la... Il y a évidemment des questions, des points que j'aurais voulu approfondir avec l'autrice, elle était là, notamment la question du Tour de France, autre question aussi, les mouches. Dans chaque récit, il y a des mouches qui papillonnent, qui arrivent, sortent d'un peu partout. Encore une fois, à peu près tout se passe en été, donc la présence des mouches est tout à fait normale, mais elle semble parfois assez envahissante. Alors, les parentés. Les parentés, j'en ai personnellement relevé 3. Il y en a peut-être beaucoup plus, mais enfin, j'en ai relevé 3. L'une est tout simplement avec Balzac. Et je relève là deux points communs. Le premier, c'est le retour des personnages. Vous savez que chez Balzac, c'est tout à fait fréquent qu'il y a des personnages qui reviennent jusqu'à 20 fois dans l'ensemble de la comédie humaine. Bon, ici, exactement, je vous ai dit que Françoise Girard, la romancière, apparaissait à plusieurs fois, d'autres aussi. Quand je vous dis que quelqu'un jette un regard endeuillé sur la passerelle de son collègue est tombé, eh bien la chute du collègue se trouve dans un autre récit. Chute qui est tout sauf accidentelle, bien entendu, c'est ça qui est amusant, si on peut dire, à propos d'un meurtre. Donc, parenté là pour le retour des personnages, parenté aussi avec Balzac pour ce que j'appelle, et je vous dire, l'expression n'est pas de moi, la mystique de la justice. L'expression n'est pas de moi, elle est de Félicien Marceau. Félicien Marceau, qui a écrit un excellent essai sur Balzac, qui s'appelle Balzac et son monde. Pour ceux qui veulent des précisions, c'est Gallimard, 1955. Et il souligne de façon tout à fait remarquable et convaincante que Balzac n'a pas la mystique de la justice. Que chez lui, quand il y a des gens qui sont condamnés par les tribunaux, on ne parle pas de justice immanente, de justice divine, c'est la justice matérielle, la justice des hommes. Quand quelqu'un est condamné chez Balzac, c'est toujours un innocent. Et par contre, les gens qui ont commis des forfaits, mais parfois absolument épouvantables, échappent à la répression. Dans la plupart des cas, il n'y a même pas de poursuite, rien du tout. Eh bien, ici c'est la même chose. Corinne Hooks n'a pas la mystique de la justice, en tout cas dans cette œuvre-ci, et dans d'autres aussi. J'ai fait allusion tout à l'heure à Ma robe n'est pas froissée. Il y a dans Ma robe n'est pas froissée des faits de brutalité absolument abominables commis par un jeune imbécile sur sa petite amie. Eh bien, il échappe, il n'y a pas l'ombre d'une plainte. Les parents qui sont dans la pièce d'à côté se rendent bien compte de ce qui se passe, mais absolument personne n'intervient. Eh bien, ici, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs meurtres et il n'y a absolument rien qui se passe. Bien sûr, on dirait que ça, c'est le procédé du romancier, parce que dans la plupart des cas, le récit se termine sur le meurtre, et que ça, c'est la chute, si on peut dire. Donc, on n'ajoute rien. Mais ça procède justement d'un parti pris, qui est d'éviter justement de parler, ne fût-ce qu'en une phrase, de ce qui pourrait se passer après un meurtre qui est même une infraction grave. Bien, voilà une première parenté que j'ai relevée. La deuxième est avec Monterland, dans une de ses pièces les plus connues, qui est La Reine morte. Le roi du Portugal envoie son fils en prison parce qu'il a, au lieu d'épouser l'infante de Navarre,
à qui le roi le destine pour des raisons politiques, bien entendu. Il s'est marié secrètement avec une jeune aristocrate et le roi l'envoie donc en prison et il termine sa décision, enfin l'expression de sa décision, en disant « Allez, en prison pour médiocrité ». Eh bien, ici, on est encore nettement, c'est une influence, je dis pas une influence, une parenté, mais qui va ici beaucoup plus loin, parce qu'ils ne font pas en prison, les gars, ils vont rejoindre un monde meilleur, enfin, ce qu'on appelle parfois un monde meilleur. Je n'y suis jamais allé, donc je ne peux pas vous en parler plus que cela. Et alors, il y a une troisième parenté, et c'est là-dessus que nous terminerons, que je terminerai, c'est une parenté avec Jacques Prévert. C'est que Prévert a été, indépendamment de son œuvre poétique, le scénariste d'une série de films, notamment de très grands films. Il a été ainsi le scénariste des Enfants du Paradis. Et alors, dans Les Enfants du Paradis, il y a ce dialogue qui se termine d'une façon qui correspond tout à fait à ce que Corinne Hooks pense, si ce n'est des hommes en tout cas, d'une partie d'entre eux, bien sûr, pas de tous. C'est un dialogue, un bref dialogue entre Frédéric Lemaître, l'acteur incarné par Pierre Brasseur, et l'assassin poète Lassner, incarné par Marcel Héran. Alors voici ce dialogue, j'espère que mes différences d'intonation seront suffisantes pour que vous voyez qui parle et puis qui prend la parole. Donc ils ont passé tous les deux une soirée et même une nuit extrêmement arrosée, et au petit matin, Pierre Brasseur dit à Marcel Héran « Ah, je dois vous quitter parce que je me bats en duel. »« Ah, dit l'autre, et contre qui ?»« Oh, un imbécile. Vous allez le tuer, j'espère. » »« S'il fallait tuer tous les imbéciles. » Et évidemment. Et pourtant, la vie serait tellement plus agréable. Voilà. Merci de votre attention. Merci.